Bonsoir à tous, bonne année puisque je vous retrouve cette semaine pour la suite des rencontres des savoir-faire, rencontre qui est dédiée aux matériaux et pour information, maintenant vous le savez, dans cet enclos des Gobelins, on travaille de plus en plus l'innovation technique, l'innovation esthétique et aussi l'innovation des matériaux, aussi bien Charles Emmanuel du côté de la Grande Matériothèque que du côté des manufactures nationales avec la direction de la recherche et l'innovation et sur notamment qui porte la question des matériaux comme enjeu central de la création aujourd'hui. Donc aujourd'hui, une thématique qui nous est chère puisque c'est autour de l'innovation végétale et de toutes les applications possibles et vous aurez, j'imagine, plein de questions à la fin. Merci à tous d'être venus et je cède la parole à Charles Emmanuel pour animer cette rencontre. Merci et très bonne soirée. Merci beaucoup, merci Marc, bonsoir à toutes et tous. Très heureux de vous retrouver pour cette troisième table ronde en ce qui me concerne, la matière mise à nu. Donc ce soir, on va parler des matériaux biosourcés. Donc les matériaux biosourcés, ce sont des matières qui sont tout ou partie issues du monde végétal ou du monde animal. Ce soir, on va plus particulièrement parler du monde végétal avec nos intervenants. Les matériaux biosourcés sont intéressants puisqu'ils sont locaux et donc ils peuvent parler en fait d'un territoire, ils peuvent parler d'un savoir-faire, d'un contexte socio-économique. Et donc local, biosourcé, ce sont deux critères qui sont super intéressants quand on parle aujourd'hui de transition environnementale notamment. Donc c'est pour ça que je voulais en parler ce soir. Donc on va creuser un peu ce sujet avec nos quatre intervenants. Donc j'accueille Juliette Rougier, bonsoir. Donc Juliette, toi tu es designer, je vais vous présenter et après je vous donnerai la parole. Donc toi tu as une démarche, tu dis, à la lisière entre l'art, l'artisanat et le design. Tu vas nous parler de ton parcours, mais aussi plus particulièrement d'un projet qui te tient à cœur, qui est un projet qui se sert de la canne de Provence. Donc tu as travaillé avec une manufacture qui s'appelle la manufacture Marca, qui fabrique notamment des instruments de musique à vent. Et donc tu as détourné un de leurs rebuts pour concevoir, fabriquer du mobilier. Donc tu vas nous en parler. Ensuite, à tes côtés, donc Jean-Baptiste Dubois, bonsoir. Donc toi, Jean-Baptiste, tu vas nous parler de bambou. Donc c'est une herbe et non pas un bois. Tu vas nous parler donc notamment du bambou français, puisque tu vas nous parler de ton parcours et nous dire où tu l'as découvert. Donc c'est à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, mais ce qui est intéressant aussi dans ton parcours, c'est que tu travailles ce matériau depuis plus d'une dizaine d'années, puisque tu as créé l'atelier Déambulon, que certains connaissent peut-être, qui fabrique en fait du mobilier et des structures architecturales en bambou. Et puis par la suite, aujourd'hui, tu as légèrement dévié ton activité puisque tu te concentres sur une activité de designer, mais aussi bureau d'études et formateur auprès de personnes qui souhaitent s'intéresser au bambou. À tes côtés, Alexandre Fouja, bonsoir. Donc Alexandre, toi tu es designer, ingénieur et enseignant en design d'objets à l'École des Arts Décoratifs. Toi, Alexandre, tu vas notamment parler donc, comme je disais, du monde végétal et notamment des fibres et de la fibre de lin, puisque tu as notamment développé un matériau composite à base de fibres de lin. Enfin, tu l'as développé, en tout cas, tu as participé à le développer et tu conçois des objets à base de cette matière, qui est en fait une vraie alternative à des matériaux composites qui sont fabriqués avec de la fibre de verre, par exemple. Donc, c'est là où c'est intéressant. Et tu vas aussi nous parler d'un accompagnement que tu as fait auprès de l'entreprise Culturine, qui fabrique notamment des objets à base de lin et de résine PLA. Donc c'est une résine d'acide polylactique qui résulte de la fermentation des sucres
ou de l'amidon. Donc ça peut être le maïs, le blé, la betterave. Tu vas nous expliquer tout ça. Et enfin, Lucien Dumas, bonsoir. Lucien, toi, tu as un double parcours. Tu es à la fois architecte et ébéniste. Donc on va parler de bois, j'imagine, avec toi, mais aussi d'ébénisterie, évidemment. Tu vas également nous parler de ton parcours, puisque tu as fondé avec Ophélie Doza une agence d'architecture qui s'appelle Matera Matang, dans laquelle vous développez des projets dans différentes échelles, puisque vous développez à la fois du mobilier, mais aussi des architectures, de l'architecture, des aménagements intérieurs. Et ce que je trouvais intéressant dans ton travail, c'est l'emploi donc des matériaux évidemment biosourcés, puisqu'il y a le bois, mais aussi d'autres matériaux qu'on voit plutôt dans l'architecture, comme le torchis ou le plâtre, enfin plein d'autres matériaux qu'on voit à des échelles différentes et que là vous avez souhaité intégrer à l'échelle du mobilier. Voilà pour la petite présentation. Donc, je vais tout de suite rentrer dans le cœur du sujet et dans le cœur de vos présentations. Donc, je commence avec toi, Juliette, pour que tu puisses nous expliquer plus en détail, puisqu'on a envie de savoir finalement ce que c'est les rebuts de cette fameuse manufacture, parce que j'ai parlé de Cannes de Provence. Donc, si tu pouvais nous expliquer, d'où ça provient, ce que c'est comme matière, finalement pourquoi tu t'es intéressé à ce matériau, et également nous parler un peu de ton souhait de devenir artisan, puisque tu me disais que tu avais envie d'apprendre d'autres savoir-faire pour maîtriser un peu complètement la fabrication de tes objets. Merci pour cette présentation très complète. Donc moi, je suis récemment diplômée des Beaux-Arts de Marseille. Et donc je travaille sur la canne de Provence depuis à peu près 3 ans aujourd'hui. Donc la canne de Provence, c'est un matériau, c'est une plante endémique du bassin méditerranéen. Donc on la retrouve sur tout le pourtour de la Méditerranée, pas uniquement dans le sud de la France, mais aussi dans tous les pays autour. Et elle a été également implantée dans d'autres pays du monde, comme au Brésil ou en Chine, en Espagne. Elle a des propriétés différentes en fonction des pays dans lesquels elle pousse. Je me suis intéressée à ce matériau en premier lieu, notamment parce que à mon arrivée à Marseille, j'ai découvert un nouveau paysage et un nouveau climat. C'était une plante que je ne connaissais pas du tout, et j'ai eu la chance, au cours de mes études, de faire un workshop autour en fait, de cette canne et de son usage traditionnel. Et donc petit à petit, peu à peu, je me suis intéressée donc à cette plante avec cette première rencontre qui m'a permis ensuite d'entrer dans l'histoire de ce matériau et à quel point il est ancré dans le territoire donc, du Var, puisque je collabore aujourd'hui donc, avec la manufacture Marca qui est à Olioul, donc c'est à 1 heure de Marseille à peu près. Donc moi je suis établie à Marseille, et c'est une manufacture d'anches pour instruments à vent. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, quand on joue par exemple de la clarinette ou du saxophone, au bout on a un petit bec en bois, et en fait il n'est pas en bois, il est en canne de Provence, qui est donc la plante que vous voyez au-dessus, que beaucoup de personnes vont confondre avec du bambou, mais ce n'est pas du bambou, elle n'a pas les mêmes propriétés, elle est plus friable, plus fine, avec plein de silice dedans. Elle est creuse aussi comme le bambou, et elle ne va pas du tout atteindre les mêmes diamètres. Dans le bambou, on va vraiment avoir, en fonction du climat et des possibilités, et des sols et des espèces d'ailleurs, des diamètres de pouces qui peuvent aller vraiment jusqu'à des... Bon, tu nous le diras mieux que moi, mais jusqu'à des diamètres assez larges, là où la canne de Provence va vraiment rarement dépasser au grand maximum 5 cm de diamètre de circonférence. Et donc, dans cette manufacture donc, qui produit des anches pour instruments à vent, il y a une quantité d'anches qui sont mises au rebut, donc pour des raisons en partie parfois esthétiques. Donc certaines anches vont être considérées comme
pas très esthétiques par leur aspect très brun, par exemple, qui est simplement un effet du soleil. En fait, elles prennent des coups de soleil, comme le bois, parfois, une fois mis en extérieur, va griser. C'est pareil pour la canne de Provence. Ou alors pour des raisons techniques, c'est-à-dire que l'anche, durant sa production, va avoir une fissure, une cassure, et donc elle est jugée non apte à l'usage pour la musique. Voilà. Et donc moi, aujourd'hui, je récupère toutes ces anches défectueuses et peu à peu, je réalise un travail de réappropriation et détournement de ces rebuts au travers donc des codes de l'artisanat d'art que j'ai appris peu à peu, que je m'approprie aussi et que je réinterprète de manière contemporaine. Et donc en réalisant mon projet de fin d'études qui jusqu'à présent me suit aujourd'hui, puisque c'est le principal de ma pratique, je réalise donc de la marqueterie d'anges défectueuses, donc de marqueterie à base de canne de Provence. Donc voilà par exemple l'un des meubles de ma fin d'études. Notamment au travers de ce projet, donc c'est aussi ce que tu disais, Charles-Emmanuel, c'est que j'ai appris à quel point j'avais du plaisir à faire part à la production, à prendre part à la production. C'est-à-dire qu'au début, dans mes études, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur et de design, et on nous apprend à concevoir, dessiner, et ensuite aller voir des artisans pour la production. Et moi, j'ai découvert, notamment par ce projet, à quel point j'avais un grand plaisir à mettre moi aussi la main à la pâte. Et donc, c'est aujourd'hui moi qui réalise l'entièreté de la marqueterie. Donc, je fais le design, je réalise toute la partie marketée, et ensuite, je collabore avec des ébénistes et menuisiers pour la production du reste du mobilier. Quand c'est des grosses pièces comme celle-ci, et aujourd'hui aussi, je me plais à apprendre à faire des pièces en bois moi-même pour des plus petits ouvrages. Là sur la marqueterie, donc on voit le biseau, c'est ça, que tu n'as pas fait en fait, qui est fait déjà par les artisans qui réalisent les anches. Oui. Et tu me disais que du coup il y avait une différence aussi de finition entre ce qui était biseauté, puisque tu parlais des propriétés de cette canne qui était très fortement qui contenait fortement de la silice, et donc extérieurement il y avait un aspect que tu retrouvais sur l'extérieur. Alors la canne de Provence, un peu comme le bambou, mais en tout cas d'un aspect visuel, elle a un aspect un peu brillant, et c'est dû à une paraffine naturelle qui donc la recouvre, qui est notamment hydrophobe, donc elle permet d'éviter que l'humidité pénètre à l'intérieur. Et donc sur la partie des biseautés, donc si vous pouvez voir ce qui dessine, la partie biseautée, ça va être une coupe dans la longueur de la fibre, et qui donc laisse transparaître l'intérieur de la canne, qui elle en revanche est mate et poreuse, et donc elles ne vont pas du tout avoir les mêmes propriétés face notamment à l'ensoleillement ou en capacité d'absorption. Puisque donc les parties qu'on va voir les plus contrastées, donc bombées et un peu brillantes, sont les parties qui sont toujours recouvertes de paraffine. Donc c'est vraiment la finition naturelle de la canne. Aujourd'hui, là, sur tous mes projets, je mets quasiment aucune finition, ou alors juste de l'huile cire, mais qui en réalité ne pénètre que sur les parties poreuses. Et sur les parties plus mates. Donc voilà, on a une absorption à la fois de l'humidité et de la lumière qui est très différente. C'est une colle à bois que tu utilises là pour la marqueterie ? C'est une colle à bois que j'utilise pour la marqueterie. En fait, ça fonctionne pareil. Très bien, merci. Alors parlons un petit peu de bambou, peut-être avec toi, Jean-Baptiste. Donc je refaisais un peu l'historique. J'aimerais que tu nous racontes un peu l'histoire plutôt de ta rencontre avec le bambou. Donc nous en dire plus sur cette herbe, et nous parler peut-être de ton expérience en tant que créateur d'entreprise, donc créateur de cet atelier déambulant, et peut-être nous dire aussi, nous parler de ton activité aujourd'hui, et nous dire comment tu perçois l'intérêt pour le bambou de la part du public, puisqu'il y a eu
toute une période où on avait l'impression que c'était on en parlait beaucoup, c'était très à la mode. Est-ce que pour toi c'est toujours le cas et justement on te demande sans cesse des projets, sans cesse d'être formé? Ok, ça marche. Il y a beaucoup de sujets, du coup s'il y en a un que j'oublie, n'hésite pas à me redire si j'en ai oublié un. Du coup, moi ça fait une douzaine d'années que je travaille le bambou, donc du bambou qui pousse en France. J'ai une spécificité, c'est de le travailler en lamelles. Du coup, quand vous prenez une canne de bambou, vous la refendez, ça fait des fines lamelles. Comment j'en suis venu au bambou? C'est venu par pas mal d'années passées en Asie. J'ai passé 3 ans en Thaïlande, 1 an au Vietnam. Et mon premier job, c'est une ONG qui m'a envoyé en Thaïlande, à la frontière de la Birmanie, dans une ethnie qui s'appelle l'ethnie Karen, qui se trouve beaucoup en Birmanie et un peu en Thaïlande. Et du coup, j'ai eu la chance pour cette ONG, ils m'ont envoyé dans un endroit, un milieu vraiment rural, en pleine montagne, en pleine forêt. Et du coup, l'idée, c'était de monter un centre de formation agricole dans ce lieu. Et j'avais de la chance, comme il n'y avait pas Internet, pas le téléphone, le soir, le week-end, je passais du temps avec les villageois. Et eux, le bambou est encore hyper présent en Asie, comme c'était encore le cas il y a 50, 100 ans, partout en Asie, où le bambou était la matière de base de la vie quotidienne. Eux, c'était encore vraiment présent dans l'architecture, la vannerie, les outils. Enfin, au quotidien, le bambou, c'est vraiment le matériau de tous les jours. Du coup, j'ai eu l'occasion vraiment de pratiquer le bambou assez simplement, parce que quoi qu'on fasse, on va dans la bambouserie couper, et puis on fabrique des choses. Voilà. Du coup, j'ai eu un apprentissage là-bas très, très basique. Je me suis pas dit à l'époque que j'allais en faire mon métier, c'est-à-dire que j'ai pas eu un coup de cœur en me disant je rentre, je vais faire plein de trucs en bambou. C'était plus par curiosité, c'était intéressant. J'ai construit l'école, qui n'a même pas été construite en bambou à l'époque. L'école, je m'étais allé faire en ciment, bois. Je suis rentré en France en oubliant complètement le bambou. Et c'est quelques années après, donc j'ai eu d'abord plusieurs années de boulot en marketing, communication, c'était ma formation de base. Et c'est un jour en tombant sur un bouquin qui traite d'architecture naturelle, enfin le bouquin s'appelle Architecture naturelle, ça traite de land art, donc que des structures artistiques faites à partir de bois, de pierre. Voilà. Et je suis tombé sur une structure qui a été faite au MoMA, donc le musée à New York, sur le toit, une grosse structure, une grosse canopée en bambou. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette structure. Et c'est là où a commencé vraiment le projet. À partir de là, j'ai été un peu piqué par le virus à me chercher tout ce qui pouvait se faire en bambou dans le monde entier. Je me suis rendu compte que les possibilités créatives avec le bambou, elles étaient incroyables. En creusant un peu, je me suis rendu compte qu'il y a du bambou qui poussait en France. Je me suis dit, tiens, il y a une matière locale disponible en quantité quand même assez grande. Donc voilà, c'était assez intéressant. Puis surtout, je me suis rendu compte qu'il n'y avait quasiment aucun atelier de gens spécialisés sur le travail du bambou, des choses assez haut de gamme en France, en Europe, en tout cas il y a 12 ans. Et du coup, voilà comment je me suis lancé moi, j'avais pas de bagage ni architectural, ni artisanal. Du coup, je me suis lancé en autodidacte sur le bambou. Et j'ai eu une période comme ça de 12 ans à travailler, il y a des photos. 12 ans à travailler sur... donc, je vous ai dit, du bambou français en lamelles, que des pièces sur mesure, plutôt de grande taille. Je ne suis pas sur de la vannerie ou des petites pièces de mobilier, plutôt sur des grandes pièces, que des pièces uniques, travaillées pour des prescripteurs, donc architectes, paysagistes, scénographes, designers, et plutôt pour des lieux recevant du public, en intérieur, en extérieur. Ce qui a été vraiment passionnant, c'est quand on se lance comme ça sur une filière qui n'existe pas, parce que la filière bambou en France, en Europe, elle est plus que balbutiante. Il y a des acteurs, il y a même plein d'acteurs hyper intéressants, mais c'est assez éclaté et sur des sujets assez différents. Moi, ça a été déjà de trouver du bambou en France de qualité, de définir le cahier des charges. Après, comment on fabrique des lamelles de bambou, parce qu'il n'y a pas de fournisseur de lamelles de bambou, donc il faut créer les outils, créer les traitements, traitement ignifuge, traitement extérieur, tout ce qui est moyen de fixation, et après tout le design. Tout ce qui est système constructif, vous avez vu, toutes les pièces sont très différentes et qu'on travaille du sur-mesure pour des architectes. À chaque fois, ils nous lancent dans des projets très différents. Et du coup, il faut inventer plein de systèmes constructifs pour développer tout ça. Une grosse difficulté, l'atelier, à la période la plus haute, on a eu jusqu'à 10-15 employés. La difficulté, c'est aussi de trouver des personnes. En fait, on ne trouve pas de gens formés au bambou. Du coup, trouver des gens qui sont menuisiers, vanniers. Du coup, après, les former au savoir-faire. C'est une difficulté. Voilà un petit peu. L'atelier déambulant, donc l'entreprise, tout ce que vous avez vu là, c'est sous le nom Atelier déambulant. L'atelier a fermé ses portes post-Covid, c'était une période un peu compliquée financièrement, donc l'entreprise a dû fermer ses portes.
Et du coup, depuis 2 ans et demi, j'ai pris une activité un peu différente. Donc l'atelier déambulant avait en gros 3 activités. Une activité de scierie, transformer le bambou en lamelles, une activité de studio de design, donc concevoir les projets pour les clients, et une activité de menuiserie. Moi j'ai gardé le côté studio de design. Aujourd'hui je fais studio de design, consultant sur des projets en France et à l'international. Quand les gens ont un projet avec du bambou dedans, je peux les aider à trouver le bon artisan, la bonne matière première un peu partout dans le monde, et puis concevoir techniquement comment on conçoit ce projet-là. Voilà. Et mes anciens employés et des gens que j'ai formés, eux font la réalisation. Moi j'ai plus d'atelier, mais c'est des gens que j'ai formés qui réalisent. Ou alors je vais chercher des savoir-faire bien particuliers en France et à l'international. Et puis j'ai des partenaires qui ont racheté la marque. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir, le site internet Déambulant existe encore du coup. J'ai des partenaires qui ont racheté la marque, qui ont racheté les machines et ils produisent les lamelles. Voilà. Et pour terminer, si je n'oublie pas, il y avait une question sur l'engouement par rapport au bambou. Alors clairement, sur une échelle de... Ah, il y en a peut-être une autre ? Non. Okay. Sur une échelle de 12 ans, clairement, j'ai vu l'engouement sur le bambou de plus en plus, à la fois dans les écoles, les étudiants en archi, en design. Je fais pas mal de workshops dans différentes écoles, et c'est clair, soit c'est les élèves qui viennent me voir parce que pour leur projet d'études, ils s'y intéressent et du coup, ils sont assez friands d'informations, ou alors les écoles pour former les élèves, faire des workshops, ça intéresse pas mal. Et après, même les pros en architecture, en design, soit des gens qui ne connaissaient pas et du coup, quand ils découvrent le savoir-faire, ils se prennent d'un engouement pour placer des projets avec ce matériau. Ou alors, les gens y pensaient, mais ne savaient même pas qu'en France, il y avait des gens qui pouvaient faire des choses. Et du coup, voilà. Mais l'engouement, il est de plus en plus là. Aussi avec une logique de trouver des matériaux durables, de se dire, aujourd'hui, on va essayer de chercher des choses... durable, bas carbone, et le bambou c'est vraiment le matériau idéal, parce que si aujourd'hui on se dit que on veut lancer une filière par exemple bois, on se dit que l'avenir c'est dans la filière bois, c'est sur une échelle de 30 ans, 50 ans pour commencer juste à planter assez de bois. Le bambou, vous plantez aujourd'hui 1 hectare, dans 10 ans vous avez 1 hectare exploitable, et si vous le plantez aux bons endroits, des endroits qui ne sont pas soumis trop aux canicules, à la sécheresse, sans eau, sans amendement, vous avez une matière renouvelable. Vous pouvez couper 1/5 des bambous chaque année. Et du coup, avoir une matière renouvelable comme ça à l'infini, vous coupez, ça repousse, chaque année. Vous sortez beaucoup plus de mètres cubes par an, par hectare que n'importe quelle forêt. Vous allez absorber 3 fois plus de carbone. Vous allez retenir l'érosion des sols. Vous allez créer des espaces ombragés, frais. Voilà, ça coche toutes les cases, et en plus on peut le mettre en application très rapidement. On peut faire du tissu avec le bambou, on peut faire ça se mange, on peut en faire des panneaux bois, on peut dans la médecine, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec le bambou. Il y a 1000 choses à faire avec le bambou. Du coup, il y a vraiment toute une filière à développer. C'est un super matériau et il y a de l'avenir. Eh oui. Et par rapport à la filière, justement, actuellement en France, elle est plutôt liée à ton activité, c'est plutôt lié aux lamelles et à la construction, ou il y a déjà d'autres choses? Non, ça c'est très spécifique. Ouais. Donc, après, maintenant, là en 12 ans de temps, il y a d'autres ateliers maintenant qui sont lancés dans la lamelle ou dans la canne de bambou, mais ça reste quand même assez petit. Là, il y a des choses intéressantes, plus au niveau industriel. Par exemple, il y a une boîte à Toulouse qui fait remplace la fibre, ça t'intéressera vous, tu connais peut-être. Cobratex, voilà. Une boîte qui remplace la fibre de carbone par de la fibre bambou. Et aujourd'hui, c'est en capacité avec du bambou français de faire les fibres avec des résines biosourcées. Du coup, on peut y travailler avec l'aéronautique. Je crois que même qu'il y a une espèce de rover qui devrait partir sur la Lune. Il y a une partie qui est faite en bambou Cobratex. Du coup, c'est intéressant, une boîte française qui fait ça. Une boîte Fibou qui se trouve au nord de la France, qui travaille des panneaux d'isolant en bambou. Pareil, de matière industrielle avec du bambou européen. Donc plutôt de la fibre, plutôt la filière textile en fait, fibre textile. Là, alors pas textile, mais fibre, oui, on défibre le bambou et on vient en faire du panneau d'isolant, voilà. Puis voilà, quelques acteurs, il y a pas mal d'acteurs intéressants. Il y a Laure qui est ici, qui est une spécialiste du travail du bambou beaucoup plus fin, les techniques japonaises, si vous voulez parler avec Laure après. Et oui, Laure qui est venue à une table ronde il y a plus d'1 an, mais oui, effectivement. Mais du coup, à l'échelle européenne, on a vraiment quelques acteurs hyper intéressants sur le bambou, très pointus, mais ça reste très éclaté. Il n'y a vraiment même pas la notion d'une filière
structuré. Voilà. Il y a un engouement pour la plantation aussi, en France et en Europe. Donc il y a 3 gros acteurs qui pressentent que le bambou, ça va être une des matières d'avenir. Et du coup, le sujet plantation, donc il va mettre quand même 10 ans une fois qu'on plante, il est en cours déjà, ça fait 5 ans au moins, que c'est des centaines d'hectares qui se plantent chaque année. Donc on va avoir de la matière disponible. Voilà, Et du côté d'Anduze Anduze, c'est l'endroit historique. Il y a, en 1800 et quelques, c'est l'endroit où a été planté les premiers bambous en Europe. C'est là où il y a presque la plus grosse bambouserie d'Europe. Mais par contre, maintenant, il y a des plantations un peu partout. Au Portugal, en France, en Bretagne, dans le Nord-Pas-de-Calais, un peu partout en Europe. Aujourd'hui, c'est vraiment des centaines, voire milliers d'hectares qui sont plantés. Du coup, on va avoir de la matière première disponible. Il n'y a plus qu'à développer les filières. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci. Alexandre, est-ce que tu peux nous parler des fibres végétales et notamment du lin que tu connais bien, puisque donc je le disais, tu as participé au développement de composites à base de fibres de lin dans le secteur notamment du sport, mais en tout cas pour des projets industriels. Donc voilà, ce qui était intéressant de voir avec toi, c'était aussi comment on passait de cette échelle, peut-être de l'expérimentation, à l'échelle plus industrielle. Merci pour votre invitation. Effectivement, moi, j'ai un profil un peu particulier parce que je suis ingénieur de formation et je suis allé vers le design. Donc j'ai gardé cette culture industrielle. Et effectivement, la filière de la fibre de lin, c'est industrialisé pour des applications objets. Donc c'est quelque chose qui effectivement, pour le coup, l'alliance du lin et du chanvre, qui est très puissante, met en avant beaucoup de projets, valorise énormément de projets et est relativement structuré. Donc pour le coup, on a des industriels aujourd'hui qui proposent des matériaux, on n'est plus dans l'artisanat, on peut aller vers l'artisanat, mais on peut aussi aller vers des produits industrialisés. Moi, c'est une démarche qui m'intéresse beaucoup parce que ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir passer à une certaine échelle de production avec une ressource lin qui est disponible très fortement donc en France, puisqu'on n'est pas les seuls, mais il y a aussi bien sûr la Belgique, les Pays-Bas, en fait, tous ces littoraux en fait, côté Atlantique qui permettent justement d'avoir une culture propice au lin. On a un lin de très très bonne qualité. On exporte beaucoup de lin textile. 90% de la production de lin est vraiment à destination plutôt textile, part souvent en Chine pour revenir sous forme de vêtements confectionnés ou d'éléments pour, on va dire, l'agencement des rideaux, des éléments textiles. Et il reste 10% d'applications lin plutôt techniques. Alors l'application lin technique, pour un peu situer rapidement les choses, c'est globalement une utilisation sous forme de fibres courtes, de petites fibres courtes compressées. Je pourrais vous transmettre des échantillons, parce que moi j'aime bien toucher les choses, si certains d'entre vous souhaitent toucher, certaines ou certains. L'application en fibres courtes souvent est utilisée en matelassage, et en matelassage avec un liant qui est souvent un polymère qui peut être effectivement agrosourcé, issu de l'agriculture, mais aussi issu du pétrole. Les deux sont possibles et parfois aussi, et souvent maintenant, recyclables. C'est-à-dire que le produit compressé peut aussi être rebroyé, réutilisé un certain nombre de fois. Je crois qu'on a réussi à faire un cycle de 200 allers-retours. Donc vraiment, on peut imaginer des fins de vie avec ces matériaux-là. Si vous regardez dans une voiture, par exemple, les garnitures intérieures, souvent, sont maintenant en fibre de lin compressée, avec un polypropylène, par exemple, en liant. Et ces éléments-là ont beaucoup d'avantages, parce qu'ils sont légers, c'est des éléments très légers. Acoustiquement parlant, ce sont des éléments intéressants. Dans une voiture, on aime bien avoir une absorption acoustique. Ce sont des matériaux qui vont très bien résister à la vibration. Évidemment, on peut aussi habiller tous ces panneaux avec des finitions, donc on ne les voit plus. S'il faut vraiment démonter sa portière de voiture pour regarder derrière, mais ils sont présents dans beaucoup d'objets de mobilité. Et ils sont aussi présents effectivement dans le domaine du sport. Moi, c'est un domaine qui m'a intéressé au début de ma carrière d'ingénieur. Je me suis orienté plutôt vers les matériaux composites
après l'école. Et j'ai travaillé dans le sport et l'aéronautique. Et en fait, il y a énormément de ponts entre les deux secteurs. D'ailleurs, souvent, les gens qui travaillent sur les avions sont férus de sport et font eux-mêmes leurs produits, et inversement. Il y a même des gens qui fabriquent leur propre avion, donc voilà, les deux sont possibles. Et ce sont les mêmes techniques de fabrication, les mêmes approches en termes de matériaux. Et là, on va plutôt utiliser les fibres sous une forme longue. Donc la forme longue, c'est une forme où là, on va maximiser l'utilisation, la performance du lin. C'est un peu comme un muscle, on va avoir vraiment un matériau qui va être extrêmement résistant par rapport à sa masse. Donc on va pouvoir alléger une structure, on va pouvoir faire des objets très performants. Alors pendant longtemps, on a entendu dire que la fibre de lin allait remplacer la fibre de carbone ou des choses comme ça. Évidemment, c'est pas vrai, mais parce qu'il y a eu un engouement aussi très fort pour la fibre de lin. Je pense que depuis une vingtaine d'années maintenant, une quinzaine d'années, je dirais, voilà, c'est une fibre qui a été beaucoup médiatisée avec l'appui aussi des fabricants de lin, de l'Alliance du lin, et c'est très bien. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on la repositionne au bon endroit. Par exemple, quand on disait qu'on remplaçait le carbone, la fibre de carbone qui est très très performante, qu'on va retrouver dans tous nos articles de sport, dans beaucoup d'objets très performants autour de nous, aujourd'hui on sait qu'on ne pourra pas remplacer la fibre de carbone par de la fibre de lin. Par contre, on va maintenant réussir à la positionner au bon endroit en complément de ces matériaux pour ses propriétés techniques. Et pendant longtemps, moi j'ai commencé en 2008 sur cette fibre-là, donc ça commence à faire quelques années. Au début, nous on l'introduisait dans des articles de sport et on essayait de démontrer qu'on peut par exemple remplacer la fibre de verre qui est très présente dans les articles de sport, raquettes de tennis, ski, etc. Et effectivement, le chanvre et le lin fonctionnent. Et donc à un moment donné, tout le monde s'est mis à vouloir tout faire en lin, tout faire en chanvre. Parce qu'il y a toujours cet effet de com derrière, et y compris dans le domaine, même chez les ingénieurs, il y a beaucoup de com aussi et de marketing. Et donc, il y a une sorte de pic comme ça. À un moment donné, toutes les marques ont voulu faire leur article de sport, leurs produits en fibre végétale. Et progressivement, les industriels ont suivi, ont mis en place des semi-produits, c'est-à-dire des rouleaux de fibres dédiés à cette application composite, objet, ce qui n'était pas du tout en place en 2008. En 2008, il n'y avait que la filière textile. Et progressivement, ces matériaux sont arrivés sur le marché. Et progressivement, les marques ont compris que le lin était intéressant dans certaines applications. Et donc aujourd'hui, je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment ça. Et je discutais notamment avec des personnes qui travaillent chez Focal, qui font des enceintes de très haute fidélité. C'est un exemple un peu phare en France. Ils ont réussi à mettre en place, à créer des enceintes en fibre de lin très performantes. Et leur clé d'entrée, c'était pas uniquement l'éco-conception, c'était vraiment la performance. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi ce qui nous réunit aujourd'hui, le fait de rentrer par cette clé de lecture-là, de réussir à démontrer que des fibres végétales ont réellement une performance et ont vraiment un intérêt à certains endroits. Je pense que c'est une façon de faire passer le projet et de dépasser, je dirais, le projet de communication qui malheureusement a aussi ses limites. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on ne peut plus se permettre de juste faire un objet de communication. L'objectif, en tout cas moi, c'est le travail que j'essaie de faire avec les marques, c'est d'essayer d'aller vers un projet industriel, voilà, quelle que soit l'échelle du produit. Oui. Oui, tu voulais peut-être nous montrer un échantillon de ce dont tu parlais au début. Alors, effectivement, je pourrais vous les passer. Parce que c'est un peu petit. Je dirais qu'un des exemples, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça, ce sont des fibres que je pourrais vous passer, qui sont aujourd'hui des hybrides. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser différentes fibres les unes avec les autres pour justement profiter du meilleur de chaque fibre. Bon, alors là, en l'occurrence, ce sont des applications au sport. C'est ce qu'on va retrouver dans certains skis, par exemple. Où là, on a aussi du bois, d'ailleurs, à l'intérieur d'un ski, qui est un matériau déjà très performant. Et donc, on va associer tous ces matériaux ensemble pour aller chercher de la performance. Avec plaisir. Merci. Alors, tu parlais de Culturine, qui est une société française. Culturine a développé un matériau maintenant, il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans, à base de lin, effectivement, de résine PLA, donc qui est une résine effectivement biosourcée. Et cette entreprise donc, développe comme des laits, des grandes plaques qui sont thermoformables, qu'on va pouvoir
structurés par un pli, par exemple, ou par un thermoformage. Et ça, ce sont des matériaux qui aujourd'hui sont de plus en plus présents dans l'habitat. C'est des choses qu'on va retrouver en panneaux acoustiques notamment, en paravent, séparateur d'espace. Et ça, c'est un produit intéressant parce que le lin prend très très bien la couleur. Donc en fait, on revient finalement, on revient à l'histoire du lin, on revient aussi à toute cette culture. Et le lin est vraiment une matière extraordinaire pour la teinture. Et là, le lin, c'est en plus un matériau qu'on connaît déjà dans l'habitat. Donc quand il arrive sous cette forme-là, c'est très rassurant. Et c'est un matériau qui permet effectivement de complètement repenser les espaces et d'aller vers des panneaux très légers. Donc ça aussi, si vous voulez les... Ah, pardon. Et donc ça aussi, c'est intéressant parce que c'est une entreprise qui a tout de suite démarré avec une vision industrielle de son métier. C'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup d'années à stabiliser une production industrielle. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, d'ailleurs beaucoup de designers, d'artistes, d'artisans qui ont développé des matériaux, mais pas forcément avec cette logique industrielle. Et en réalité, il y a assez peu d'acteurs qui ont cette capacité à, par exemple, répondre. En l'occurrence, Culturine travaille par exemple sur des développements avec Renault, sur des intérêts de véhicules. Alors là, on est vraiment dans une démarche industrielle avec là pour le coup, la résine est remplacée, c'est un polypropylène beaucoup plus résistant, mais on va garder toutes les qualités du lin. Et donc pour faire face à des marques comme ça, pour pouvoir travailler avec des marques comme ça, il faut vraiment réussir à avoir tout le processus qui va bien derrière. Et tu leur as apporté quoi à Culturine, toi justement en tant que designer? Alors, parce qu'en fait, tu as aidé le développement de ces produits. Hein. Je dirais que le fondateur de cette marque-là, donc David Hams, il est ingénieur de formation, il a travaillé donc chez PSA, et donc c'est un ingénieur qui justement s'interrogeait sur la pollution de l'air intérieur dans les véhicules. Il faut savoir que c'est un des espaces les plus pollués, comme nos habitats. Et donc tous ces habitacles en fait sont constitués de matériaux des gaz qui vont générer un certain nombre de produits qu'on va inhaler. Et donc c'est quelque chose dont il était assez conscient et il a réfléchi. Il connaissait la culture du lin par ailleurs au niveau familial et il a imaginé des matériaux pour justement habiller les habitacles de véhicules et les habitacles, nos habitacles, je dirais nos lieux de vie. Et donc son projet a démarré comme ça, il a développé le matériau, il a déposé un certain nombre de brevets et il cherchait quelqu'un qui à la fois avait une compréhension, je dirais, technique du produit, parce qu'il fallait quand même comprendre les détails de son développement et capable peut-être de proposer des mises en œuvre compatibles avec ses possibilités qui progressivement ont évolué jusqu'à maintenant avec différentes levées de fonds, différents développements. Aujourd'hui, il est capable d'aller beaucoup plus loin. Et donc, on a travaillé sur des démonstrateurs qui ont permis tout simplement d'aller accrocher des clients, des marques, des industriels pour justement pouvoir amorcer une production en série. Aujourd'hui, par exemple, il a des produits qui sont distribués par Market 7, qui sont même édités par Market 7, qui est un éditeur de luminaires. C'est des produits qu'on va retrouver dans plein de magasins. Et donc ça, c'est vraiment une belle démonstration, c'est-à-dire on sort de l'atelier, on est vraiment sur une production en série avec des produits qu'on va retrouver chez des particuliers et produits industriellement avec une fibre végétale. Donc ça, je n'y croyais pas en 2008 et je suis vraiment content de voir que certaines marques y arrivent. Et donc j'ai quand même bon espoir pour que demain ça se généralise. Donc là, les exemples que vous voyez sont des exemples de démonstrateurs qui ont été réalisés pour Culturine, donc avec justement toujours une recherche je dirais que le design est vraiment au service de la performance, c'est-à-dire l'idée c'est de pouvoir démontrer les capacités du matériau, d'essayer d'être le plus juste possible dans l'utilisation de la matière, d'en mettre le moins possible pour justement expliquer qu'avec finalement peu de matière, on arrive à structurer, on arrive à contreventer une chaise, on arrive à avoir quelque chose de très léger et de reproductible. Les autres exemples que vous avez vus étaient des exemples plutôt des articles de sport qui sont globalement des assemblages, comme je vous disais tout à l'heure, de fibres végétales, mais aussi d'essence de bois qui en réalité, mais ça je ne vais pas empiéter sur la parole de mon voisin, qui aussi ont des performances très élevées. Ce sont des essences de bois qu'on va agencer d'une certaine façon avec des fibres végétales pour obtenir des performances techniques avant tout. Et évidemment, après l'idée c'est aussi de jouer sur cette image-là
Voilà, la fibre de lin, je l'ai aussi utilisée dans d'autres types de matrices, de résine, notamment l'acétate, qui est une matière très utilisée en lunetterie et qui est une matière qui permet d'intégrer en son sein des textiles de différentes natures. Généralement, quand on regarde des branches de lunettes, on a effectivement une sorte comme un sandwich de couches d'acétate. Et quand elles sont retravaillées, réusinées, on obtient des effets très intéressants. Et donc ça, c'est une approche, par exemple, qui n'est pas très très répandue, puisqu'on est à la confrontation, enfin on est à la limite entre le monde des composites, le monde de la lunetterie, le monde du lin. Voilà, donc là, là où ça devient intéressant, c'est quand on commence un petit peu à être au carrefour de plusieurs métiers, c'est là où des idées peuvent aussi apparaître. Donc ça, ce sont des développements. Et donc ça, c'est une dernière échelle qui me semble intéressante. C'est effectivement l'échelle un peu plus architecturale, où là, effectivement, on va retrouver le lin sous forme de grands modules déployables dans l'espace, qui ont des capacités acoustiques, qui ont des capacités aussi, on va dire, ça permet de structurer l'espace et les circulations, où là, on va se positionner finalement comme designer de modules d'agencement, j'ai envie de dire, même si on n'est pas architecte, je dirais qu'on se retrouve à faire des objets d'une taille beaucoup plus grande que l'objet tel qu'on pourrait retrouver la chaise, par exemple. Et ça sont, voilà. Et donc les deux autres produits sont aussi des produits composés de fibres de lin en partie, où là aussi le lin est toujours au service d'une logique de performance. C'est aussi la luge que vous voyez, c'est aussi un travail que je fais avec des maîtres d'art et des artisans. J'essaye de faire cohabiter en fait le monde de l'industrie et de temps en temps le monde de l'artisanat, et en l'occurrence là c'est une technique très particulière de cintrage vapeur et de lamellé-collé. C'est donc ces deux techniques qui en même temps pour réussir à obtenir cette forme de luge, et les traverses de la luge sont en fibre de lin, donc on aurait pu les faire en composite traditionnel, mais là l'idée c'était de démontrer les capacités de la fibre naturelle. Merci beaucoup Alexandre. Et maintenant donc on va parler de bois, mais pas que. Lucien, est-ce que tu pourrais donc nous décrire un peu pareil ton parcours, l'histoire de la création, je crois qui est assez récente, du studio Matera Matang avec Ophélie, et nous parler des matériaux que vous employez vous dans vos projets, puisque là après l'industrialisation, là on va parler un peu plus finalement d'aménagement intérieur, de projets sur mesure, d'artisanat aussi. Et nous expliquer finalement le rapport que vous avez aux matériaux que vous employez, puisqu'il y a évidemment le bois, mais il y a aussi, tu vas nous le dire, des matériaux qui sont assez locaux, enfin, vous vous inspirez d'un territoire pour utiliser des matériaux dans vos projets. Et le dernier aspect, ça serait cet aspect aussi de va-et-vient, de dialogue entre les échelles d'un projet dont on discutait, et comment finalement vous arrivez à vous servir de techniques qui sont utilisées dans l'aménagement intérieur pour faire du mobilier, et comment ces deux choses, ces deux approches dialoguent, et comment ça fait des choses finalement tout à fait innovantes et singulières. Merci pour cette belle présentation. Alors du coup, nous on est deux, on a un atelier avec Ophélie Doza qui est architecte chercheuse, et moi-même donc je suis architecte de formation, et j'ai aussi fait de l'ébénisterie. Enfin, je me suis formé à l'ébénisterie, et du coup l'idée du studio c'était de créer des ponts en fait entre architecture, mobilier et recherche, et c'est un peu notre cœur de métier, et c'est comme ça qu'on avance. Donc en fait les matières, le biosourcé, c'est des choses en fait qu'on n'essaye pas d'aller vers un biais de nouvelles matières, mais plutôt de retrouver ou de trouver des savoir-faire qui sont dans un domaine et de le basculer dans un autre domaine. Donc, et en fait, c'est un peu comme ça qu'on avance, c'est-à-dire d'essayer de repérer des éléments d'architecture, donc par exemple des assemblages ou des matériaux qui sont peut-être pas utilisés dans le mobilier ou d'une autre manière, et d'essayer de le rebasculer dans le mobilier et inversement.
Et en fait, c'est comme ça qu'on crée nos projets. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'échelle. On essaye de gommer en fait est-ce que c'est une pièce de mobilier, est-ce que c'est un intérieur ou est-ce que c'est un bâtiment. On ne sait plus trop parce qu'en fait les poignées de porte sont faites avec des assemblages de fenêtres. Ou par exemple un tiroir, ça en fait c'est de la même manière qu'on fait des volets. Donc c'est que des ponts qui permettent de créer un peu des nouveaux objets. Et donc là vous avez un peu les assemblages que l'on crée parce que on essaye d'utiliser le bois dans vraiment sa matière à travers l'assemblage qui permet en fait de donner l'identité de ce que l'on dessine. Donc là c'est un buffet que vous voyez en bois brûlé qui est une technique en fait qui est traditionnellement fait au Japon, qui est du coup sur des bâtiments que nous on a repris sur un meuble et qui permet en fait au bois d'acquérir plus de durabilité et surtout en fait qui raconte une histoire. Et c'est un peu ça qu'on essaye de faire, c'est de raconter des nouveaux récits à travers ce qu'on trouve. Alors ça peut soit être des histoires, soit ce qui est sur place quand on fait un projet. Et c'est un peu notre fil conducteur c'est un peu une cour infinie, c'est-à-dire que même maintenant avec les gens auxquels on travaille, notre équipe, on essaye en fait d'avoir quelque chose d'assez divers. Donc on a des gens qui font vraiment, enfin Ophélie qui fait vraiment de la recherche sur le paysage, donc elle fait une thèse sur les infrastructures paysagères. Et moi qui travaille sur vraiment le détail et l'assemblage, et en fait entre ces deux sujets, il y a un monde, mais qui permet en fait de créer des ponts. Et à travers ça, on a des ébénistes, des charpentiers, et qui vont, soit les ébénistes vont peut-être dessiner des morceaux d'architecture. Donc quand on fait un bâtiment, parfois il y a des bouches d'aération ou des je sais pas, des fenêtres qui sont faites en fait avec un œil d'ébéniste. Et parfois le contraire. Donc là, c'est ce que vous voyez, c'est un mobilier où les portes sont faites d'assemblage de fenêtres, où la finition c'est un assemblage d'architecture. Les pieds, c'est comme si c'était des poteaux qui ont été reliés entre eux. C'est un peu notre identité, et c'est comme ça qu'on définit nos objets et qu'on retrouve, ou je sais pas si on peut retrouver, mais en tout cas qu'on fait basculer un savoir-faire ou une technique d'un métier à un autre. Et c'est pour ça qu'on a un peu du mal à se définir. Est-ce qu'on est architecte ou est-ce qu'on est ébéniste et souvent on nous demande ce que vous préférez. En fait, pour nous, il n'y a pas vraiment de différence. C'est vraiment créer des objets qui sont riches et qui permettent de raconter une histoire à travers soit leur savoir-faire, soit leur matière. Voilà. Et oui, et sur ces assemblages justement que je montrais un peu là sur les slides, donc c'est des inspirations qui viennent de quoi? Justement, typiquement, donc en général c'est une corde, c'est ça? Une corde de papier, ouais. Je comprends, Alors, qui peut être teint. Alors c'est ça, on utilise beaucoup la corde parce que en fait c'est un peu un jeu, mais quand on commence à supprimer tout ce qui est vis, clous, on commence à vraiment réfléchir à de quelle manière on va tailler le bois, de quelle manière, comment les choses se touchent, et la corde est une des réponses, mais il pourra en avoir d'autres, mais en tout cas c'est celle qu'on essaye de développer, et c'est tout ce travail autour de l'assemblage, de ne utiliser le moins possible alors parfois il y en a, hein, mais en tout cas, ça nous aide à définir, et c'est ça qui crée la richesse en fait du vocabulaire qu'on fait. Et du coup, les matériaux, il y avait une image, par exemple, d'un petit fauteuil en bas à gauche. Ça, c'était en fait, on avait fait un petit bâtiment en torchis. Et comme il y a des personnes du coup de notre équipe qui construisent aussi les éléments d'architecture, après on a décidé de créer avec des savoir-faire qu'on avait appris en fait sur le chantier, de créer en fait du mobilier, parce que pour nous en fait on se demandait est-ce qu'il y a déjà eu du mobilier en torchis et pourquoi ça peut tout à fait marcher, donc c'est possible, hein. Et donc on a fait toute une série comme ça à travers le torchis, qui est une technique vraiment sur du bâtiment, mais sur du meuble à des échelles beaucoup plus fines, plus petites. Donc les grosses poutres deviennent des petits éléments très fins qui sont noués entre eux. C'est tout notre cœur en fait de métier qu'on met en place. Et toujours avec cette question en fait de brouiller un peu les pistes, donc, et de brouiller les échelles. Donc ça, c'est une œuvre qu'on a fait pour la Fondation Carmignac à l'île de Porquerolles. Et la question, c'était de
on avait été appelé en tant que designer, enfin avec notre casquette en tout cas de designer, de faire du mobilier pour la fondation. Et en fait, arrivant sur place, on se rend compte qu'il n'y a pas, c'est une île, c'est Porquerolles, et il n'y a pas de scierie, il n'y a même pas de menuisier. Du coup, là, on se demande la question, comment est-ce qu'on crée tout dans notre atelier à Paris et on envoie là-bas, et on se demandait comment on peut réussir à créer des objets quand il n'y a pas toute une filière derrière. Et donc, en fait, mais il y avait beaucoup de bois parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui tombent avec les forêts. Enfin, les forêts, pendant l'hiver, il y a beaucoup de tempêtes, des choses comme ça. Et l'idée, normalement, pour faire du bois, il faut faire sécher le bois pendant un certain nombre de temps, parce qu'on voulait utiliser le bois de l'île, mais la contrainte, c'est qu'il faut faire sécher le bois, qui est normalement un processus soit industriel où on envoie ce bois dans des hangars, soit invisibilisé. C'est un peu triste, mais le bois il est sous une bâche et puis il attend 2, 3, 4 ans, le temps qu'il soit prêt pour être après utilisé par les menuisiers. Et donc l'idée c'était de venir stocker correctement le bois tout en créant un objet. Donc c'est une espèce de lit banquette qui est au milieu du jardin, et donc ce lit sèche et peut-être dans quelques années on pourra faire du mobilier avec. Donc c'était un peu ça notre manière de répondre à comment faire du mobilier sur une île, et donc sur une île où il n'y a pas de scierie, pas de menuiserie, donc c'est juste l'arbre qui a été coupé et qui sèche, et peut-être dans 3-4 ans il y aura une autre personne qui fera du mobilier avec. Voilà, c'est un peu Voilà, en fait c'est ce qu'on appelle des scieries mobiles, donc c'est une espèce de camion qui arrive et qui vient couper en planche l'arbre, et donc en fait tout le monde peut faire ça, tout le monde peut appeler un scieur mobile à couper ses planches, mais après toute la difficulté c'est de le stocker, le faire sécher correctement. Voilà, et donc ça c'était un four en terre crue, et c'était du coup une sorte de cuisine d'extérieur qu'on a fait en Normandie, qui est le berceau un peu du torchis et de la terre. Il y a d'autres régions, mais en tout cas il y a beaucoup d'artisans qui le font. Et donc à travers cet objet, c'était là où on a un peu tissé notre vocabulaire et réussi à comprendre les techniques du torchis pour pouvoir ensuite les appliquer sur des échelles plus petites. Donc ça se fait pas avec les mêmes outils, pas avec les mêmes, mais en tout cas ça permet en fait de montrer qu'il n'y a pas vraiment de barrière en fait entre un objet, quelle que soit sa taille. Voilà. Ça, vous voyez, c'est un projet qu'on a. Donc ça, c'était un peu notre projet total. C'est le premier projet qu'on a réussi à faire qui joint vraiment la recherche, le mobilier et l'architecture. Et donc c'est Ophélie qui a fait une résidence à la Villa Médicis pendant 1 an, qui travaillait sur toutes ces questions de murs, de soutènement dans Rome. Et en fait, on s'est rendu compte que dans Rome, la France fait beaucoup de travaux et rénove énormément de bâtiments, et toutes les pierres qui tombent ou toutes les les balustrades qui ont été cassées peuvent pas être jetées parce que c'est des choses qui datent du IIe siècle, ou je sais pas, qui ont toutes des histoires invraisemblables, mais elles sont pas assez belles non plus pour être exposées dans des musées. Donc il y a un peu c'est des objets immortels mais qui sont pas montrables, et du coup ils se retrouvent dans des souterrains qui appartiennent à la France, qui appartiennent à l'ambassade. Et du coup, l'idée, c'était de faire ressurgir ces pierres. Donc, c'était tout un long discussion avec les architectes du patrimoine, les gens de l'ambassade, les architectes italiens, pour essayer de retrouver en fait un sens à ces vieux matériaux. Et donc, soit ils sont devenus le mur du bâtiment, donc on a fait, ou sinon vous voyez aussi la lampe qui est en fait une ancienne tuile qui a été cassée, mais pareil, qui date, je ne pourrais pas dire la date, mais qui date de la rénovation de tel architecte italien. Du coup, tout est inscrit, c'est le cas de dire, dans le marbre, et rien peut être jeté. Et donc, on refait des choses avec. Et là, vous voyez la table, c'est une table avec du staff. Donc, c'est du staff italien c'est un rebut de chantier. En fait, ils avaient produit trop de staff pour faire un décor dans le Palais Farnèse. Donc, il y a un bâtiment qui a été rénové maintes fois, mais dont une fois par Michel-Ange. Donc, quand même, tout est sacré. Et en fait, donc c'est l'idée de refaire du mobilier, de réutiliser ces objets de la bonne manière, sans les muséifier, parce que ce serait un autre sujet. Et de toute façon, les conservateurs n'en veulent pas, parce qu'ils ne sont pas assez
voilà, beau, et de pouvoir faire du mobilier, de l'architecture, des éléments entre deux avec. Donc c'était tout un sujet qu'on a mené en fait pendant assez longtemps et qui a créé en fait ce bâtiment. Merci beaucoup pour cette présentation très synthétique de tout votre travail. Merci beaucoup. Il y a peut-être des questions. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de questions, mais ah ben non, apparemment. Ah, Marc, peut-être. Par rapport à chacun d'entre vous, est-ce que la question des gisements a été totalement identifiée, la transformation, le ramassage, la question des remblais patrimoniaux, c'est une chose, la question du lin, ça s'est bien structuré, la question des bambous, ça commence à venir. Est-ce que c'est un enjeu pour vous d'être sûr d'un gisement constitué qui permet un développement quantitatif, ou alors vous faites avec ce qu'il y a et ce qui est possible? Question qui tue. Je sais pas. Généralement, je suis le premier à poser des questions pour que la salle se dégèle, donc c'est la question. Alors, je pense, en tout cas, je parle nous, notre pratique, c'est plutôt de ce qui est déjà là. Alors, on n'a pas la volonté de recréer des filières, mais en tout cas essayer d'identifier des filières qui sont déjà là. Peut-être qu'elles sont petites ou elles n'arrivent pas elles n'ont pas assez de commandes. Ça permet en fait de créer des idées de projets et c'est des pistes en fait de construction et d'utilisation. Mais par contre après on fait un peu des mix avec, par exemple, sur la structure bois qui est très constituée en France, avec la terre qui est un peu moins, donc en tout cas qui est déjà constituée, mais on va dire en termes d'échelle qui est un peu moindre. Donc voilà, d'allier les deux structures. Comme nous on mélange des matériaux, on peut en fait avec l'une basculer de l'un à l'autre, quoi. Je sais pas si ça a répondu un peu. Mais, Juliette, toi peut-être tu avais d'autres matériaux phares avec lesquels tu bossais, parce qu'on a surtout vu les anches. Mais de ce que tu me disais, tu avais envie de continuer à travailler avec peut-être des rebuts, des ressources de cet ordre-là? Donc oui, moi aujourd'hui ma pratique elle est principalement basée sur la récupération des rebuts des manufactures de canne de Provence et donc d'anches pour instruments à vent. Il est vrai que j'aurais envie de travailler à partir de d'autres matériaux. J'ai commencé à le faire, à vrai dire, et avec toujours effectivement moi pour le coup ce souci du faire avec ce qu'il y a et surtout faire avec ce qui reste de ce que les autres font déjà. Et donc j'ai déjà réalisé des projets en cuir, en tissu, avec les rebuts d'autres manufactures, d'autres studios, avec justement aucun souci si la filière n'existe plus, puisque l'idée c'est justement d'être celui qui passe après, ou en l'occurrence celle qui passe après. Et donc si c'est pas cette filière-là, ce sera une autre, et il y aura toujours des rebuts quelque part. Je me permets, mais effectivement, la notion de gisement est très importante quand on parle de production sérielle. Alors, effectivement, dans une production artisanale avec très peu d'exemplaires, on peut se permettre d'utiliser un gisement qui pourrait s'arrêter. Et c'est super que ces projets existent, parce qu'effectivement, il y a des gisements très intéressants qui ne sont pas forcément des très grands gisements, mais avec des matières qui sont précieuses. Mais dans le cadre d'une production sérielle, effectivement, en l'occurrence, le lin, c'est une matière qui est assez intéressante, parce que dans sa culture, on n'a pas besoin d'eau, on n'a pas besoin d'engrais, on peut utiliser beaucoup de coproduits, c'est-à-dire qu'au-delà de la fibre, on peut utiliser le paillis de lin pour d'autres applications, donc quelque part c'est bon pour la terre, c'est bon pour le travail de la terre, donc il y a beaucoup de co-bénéfices à la culture de cette plante-là. Donc ça, c'est des gisements qui sont intéressants, et c'est des durées de culture très courtes par rapport à un arbre. En un an, on a une plante, donc c'est assez intéressant quand on n'a pas d'autres possibilités, c'est-à-dire que effectivement quand on ne peut pas recycler des matières ou faire
appel à des matières qui sont déjà extraites quelque part. En l'occurrence, nous, on essaye de favoriser effectivement l'utilisation de matières comme le lin, mais encore une fois, c'est pas un matériau magique non plus. Je pense que c'est le cas de tous nos matériaux, c'est-à-dire que on peut pas tout couvrir avec un seul et même matériau. Un matériau peut être intéressant à des endroits bien spécifiques. Et je pense que c'est aussi cette notion-là qui me semble essentielle aujourd'hui. On a un petit peu toujours tendance à entendre des matériaux magiques ou un nouveau matériau arriver en pensant qu'il peut couvrir l'ensemble de nos usages. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment s'affranchir aujourd'hui. Moi, c'est une démarche qui m'intéresse beaucoup parce que... Pour le bambou, en effet, la ressource, elle peut être limitante. Notamment parce que, moi en tout cas dans ma pratique d'artisanat en lamelles de bambou, on peut pas utiliser tous les types de bambou. Il y a 2000 espèces de bambou dans le monde, quelques centaines qui poussent en Europe. Et du coup, moi ça a été longtemps un problème parce que déjà des gens qui coupent professionnellement le bambou, c'était compliqué. Du coup, j'ai dû trouver d'autres coupeurs presque non professionnels. Et du coup, au pic de l'activité, on était à 4000, 5000 cannes par an. C'était compliqué chaque année de trouver assez de cannes. Du coup, on trouvait principalement en France. On a même ouvert un petit peu au nord de l'Italie pour trouver assez de bambou. Et le bambou, il y a toujours une espèce de... Alors déjà, on était limité, c'est-à-dire qu'on pouvait pas... La boîte pouvait grossir, mais on avait quand même une limite de projet. La boîte pouvait pas exploser, faire x2, ça aurait été compliqué. À moins d'importer d'Asie, mais c'était pas le but de la boîte d'importer du bambou d'Asie. Et il y a un facteur limitant avec le bambou, c'est qu'on a un problème de floraison. C'est-à-dire que les bambous fleurissent entre tous les 30, 40 ans et 120 ans. Et quand un bambou fleurit, ça arrive que toute l'espèce de bambou, en plus elle fleurit quasiment partout dans le monde, la même espèce au même moment. Et le bambou après meurt. Et on récupère des graines qui peuvent être plantées, mais du coup, il va falloir peut-être attendre 10 ans avant de ravoir de la même matière. Et du coup, ça peut être compliqué sur certaines espèces. Par exemple, en Europe, il y a une espèce qu'on utilise beaucoup, le Viridigloscescens. Personne ne sait vraiment quand est-ce qu'il va fleurir, mais le jour où il fleurit, moi, c'est quasiment l'espèce que j'utilise presque en exclusivité. Et du coup, ce serait un problème ce jour-là. J'ai encore 2 autres espèces, mais c'est compliqué. Je sais que par exemple, en Chine, au Japon, où il y a des artisanats très spécifiques dans des villages ou des régions qui utilisent un bambou en particulier sur un artisanat particulier, et ben, le jour où cette plante fleurit, c'est un gros problème sur l'artisanat. Du coup, en effet, ça peut être problématique. C'est terrible de se dire qu'une floraison tue. Oui, exactement. D'habitude, c'est l'inverse. Y a-t-il des questions ? Oui, moi j'ai une question pour Lucien. Pour votre travail sur la Villa Médicis, qui est fait à partir d'éléments architecturaux qui sont eux encadrés par une préservation du patrimoine, quel statut ont vos objets après ? Qu'est-ce qu'ils peuvent devenir ? Est-ce qu'il y a un statut d'entretien particulier, par exemple ? Pour le mobilier que vous avez produit à Porquerolles, il y a plutôt une invitation à ce que la ressource soit réutilisée après, peut-être par d'autres. Et là, qu'est-ce qui advient de ces éléments qui prennent des éléments du staff, qui peut-être étaient voués à la conservation, mais maintenant deviennent du mobilier ? Est-ce qu'il y a des contraintes de conservation maintenant de vos meubles ? C'est une belle question. En fait, justement, ces objets, ils sont dans un entre-deux, c'est-à-dire c'est pas du patrimoine, c'est pas, même s'ils ont une histoire. Donc, on voit un vieux bout de pierre qui peut ressembler à n'importe quel bout de pierre, mais il a tel âge, il a été touché par un tel, du coup, il est un peu sacré, mais techniquement, enfin, les conservateurs ne déclarent pas ça comme du patrimoine. Donc en fait, ils ont un aspect un peu... Enfin, c'est très bizarre. C'est-à-dire que c'est un objet qui est... Oui, comme nous on dit souvent, qu'il n'a pas de mort, en fait, ou il n'a pas de but. Il doit juste rester jusqu'à ce qu'une personne l'utilise, et il faut le faire de la bonne manière. Donc c'est un peu ça. Après, bien sûr, il y a quand on le fait, nous on ne fait pas tout seul. Dans notre coin, on est accompagné par des gens qui connaissent très bien. Mais en tout cas, c'est des matières c'est des gisements, comme vous dites, qui sont historiquement là, et qui attendent. Alors, il y en a qui peuvent être utilisés ou d'autres non. Il y en a qui sont... Il y en avait, là, on a utilisé, on va dire, 1%, même 0,1% de ce qui est possible, et il y en avait beaucoup d'autres où notre projet n'était pas assez, je sais pas, ça marchait pas dans notre projet, qu'on a laissé. Donc c'est certaines parties où on a eu les accords et d'autres non. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est intéressant parce que c'est un peu entre le patrimoine, entre le réemploi, c'est du réemploi patrimonial qui a un aspect un peu
aujourd'hui qui est assez contemporain parce qu'on se pose vraiment ces questions-là, c'est-à-dire comment on va mettre ces pierres dans un mur pour pouvoir les enlever dans 10 ans, le staff qui va être sur une chaise, le jour où on va donner un coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est toutes ces questions-là d'entretien qui sont hyper intéressantes et qui aussi font partie de la vie de l'objet. Enfin, nous, c'est ce qu'on pense. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Produit en fibre végétale, et progressivement, les industriels ont suivi, ont mis en place des semi-produits, c'est-à-dire des rouleaux de fibres dédiés à ces applications. Est-ce que la résine PLA, on pourrait l'utiliser sur des pièces de type sculpture en stratifié avec la fibre de lin? Est-ce que ça serait assez résistant et niveau prix, est-ce qu'il y a une grande différence avec les résines et les fibres classiques? Alors c'est un peu la moins bonne résine thermoplastique. Thermoplastique, c'est-à-dire que quand on peut la fondre pour la remettre en forme, en fait, cette résine PLA, alors que les autres résines classiquement utilisées en général, c'est un catalyseur et une résine qui sont mélangées et qui sont pris pour toujours. Donc pour la fin de vie, c'est compliqué. Alors il y a des programmes de recherche sur justement la fin de vie de ces résines thermodurcissables qu'on ne peut pas recycler en fin de vie. Mais globalement, le PLA fait déjà partie de la famille des résines recyclables, au même titre que le polypropylène ou plein d'autres résines qui nous entourent et qui sont dans tous nos biens de consommation. Je dirais que ça dépend de l'usage de la pièce. Si c'est une pièce qui va être soumise à la chaleur, aux UV, avec le soleil, s'il y a des besoins de performance mécanique, etc., là, on va plutôt pas utiliser le PLA, parce qu'il n'est pas assez performant. On va basculer sur d'autres types de résines thermoplastiques. Et l'autre petite parenthèse, c'est pas parce que la résine est agro-sourcée qu'elle est forcément mieux qu'une résine qui est issue du pétrole, qui est pétro-sourcée, parce qu'en fait, ça va dépendre un peu de son usage. En fait, ce qu'on va regarder, c'est surtout la durée de vie. Si c'est une sculpture, l'objectif, c'est qu'elle dure longtemps. Si elle se dégrade au bout d'1 mois, il va falloir refaire la sculpture plein de fois. Donc, c'est pas forcément une bonne clé d'entrée. Donc, ça va dépendre un peu de vos usages. Donc, tout le travail, c'est d'essayer de trouver la bonne réponse. Et donc, c'est un peu là, une cuisine, hein, les composites. On va mélanger des fibres, des résines, des charges, des additifs. On va essayer de mélanger les choses pour trouver la bonne réponse au bon endroit et réfléchir aussi à la fin de vie maintenant. Donc c'est un petit peu ça le challenge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à de la performance dans tout ce qui nous entoure, tous les objets qui nous entourent sont très performants. J'ai du mal à croire qu'on va reculer complètement. On va vouloir garder cette performance, mais on va vouloir en plus avoir la possibilité, en fin de vie, éventuellement, de retravailler cette matière qui est déjà présente pour pouvoir faire autre chose ou la revaloriser sous une autre forme. Structuré par un pli, par exemple, ou par un thermoformage. Et ça, ce sont des matériaux qui aujourd'hui sont de plus en plus présents dans l'habitat. Merci. Je voulais savoir, dans les pays d'Asie comme la Chine, le Vietnam, etc., le bambou est utilisé pour faire des structures qui sont assez importantes. Enfin, vous allez dans des pujas en Inde et vous avez des temples entiers qui sont faits en bambou. Vous avez des échafaudages d'immeubles de 15 étages qui sont faits en bambou. Ça tient parfaitement bien. En plus, c'est souple. Donc ça s'adapte au mouvement de la terre, au vent, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait exister sous nos latitudes pour remplacer les échafaudages en métal ou tout autre ? Alors, déjà, on a une problématique en Europe qui est culturelle. Hein. On n'a pas, comme je disais, il n'y a pas de filière bambou, d'historique bambou. Du coup, aujourd'hui, on n'a pas de normes pour le bambou. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire de structurel. Alors qu'on peut calculer une poutre en bois, en acier, voilà. Du coup, pour l'instant, c'est limité et la filière n'est pas assez développée pour qu'il y ait des gens qui planchent pour créer des normes. Ça coûte cher et c'est long de créer des normes. On peut ponctuellement, je parlais tout à l'heure avec quelqu'un, il y a quelques projets qui ont été faits en Europe, très ponctuellement avec des études particulières, on peut comme ça faire des bâtiments. Après, va se poser la question de est-ce que c'est judicieux de fabriquer des choses en bambou en Europe structurelles ? Oui et non. Par exemple, quand on voit des beaux hôtels en Asie du Sud-Est, Amérique du Sud, des beaux bâtiments en bambou, c'est très sympa là-bas, mais c'est très sympa parce qu'il fait 23, 25, 30 degrés toute l'année. Du coup, c'est sympa, mais c'est très aéré. Ici, ça serait un peu plus problématique. Une autre contrainte, c'est aussi que les cannes de bambou
Moi, je suis plus spécialisé sur la malbaie. Les cannes de bambou, c'est problématique chez nous parce que sous les tropiques, ça tient bien parce qu'il y a un climat humide et qui est assez stable toute l'année au niveau de température. Chez nous, il y a des gros écarts de température et surtout, on a un climat assez sec. Et du coup, les cannes de bambou, pour les stabiliser, qu'elles n'aient pas de fente, c'est un peu compliqué chez nous. Et du coup, moi, plusieurs personnes sont assez dubitatives sur le fait de, si on voulait fabriquer un pont, une maison tout en bambou en France, en Europe, ça peut être compliqué pour caractériser le matériau s'il y a des fentes qui apparaissent. Par contre, moi je suis convaincu que, notamment moi sur ma pratique de la lamelle de bambou, de se dire on pourrait travailler des coques en lamelle de bambou ou des structures même en canne, on va voir. Mais par contre, il faudrait lier avec des mélanges terre, paille, chaux, chanvre, pour isoler. Mais il y a beaucoup de travail de caractérisation, de normes avant de pouvoir le faire. Il faudra peut-être d'abord trouver des clients un peu ambitieux et qui n'ont pas peur, ou des bureaux d'études un peu ambitieux, qui seraient OK pour se lancer dans ce genre de projet. Il y en a, mais voilà, il faut trouver les bons projets, les bons clients qui sont en capacité de partir sur des projets un peu de prototype, quoi, au départ. Mais bon, dans tous les cas, c'est possible en fait de faire des grandes structures en bambou. Ça se fait en Amérique du Sud, en Asie, il y a des notes de calcul. On sait que ça tient, ça se calcule. C'est juste que chez nous, on n'a pas la culture et le référentiel, on va dire, normatif là-dessus. Bien, merci beaucoup en tout cas pour ce partage très, très enrichissant. Merci beaucoup. Merci à vous.